Le puits de Jacob ressemble à un paradis, clair, bleu et paisible. Mais ce qui se cache sous la surface a coûté des vies, anéanti des sauvetages et englouti des preuves entières. Pendant des années, les plongeurs ont tenté de cartographier ces chambres mortelles, mais ont été confrontés à du gravier mouvant, une visibilité réduite à néant et des murmures de quelque chose qui tire. Maintenant, les drones sous-marins révèlent ce qu'aucun humain n'aurait jamais pu voir. Et juste quand vous pensez que ça ne pourrait pas empirer, attendez d'entendre comment un plongeur a essayé de se noyer exprès juste pour échapper à l'emprise impitoyable du puits. La beauté de la surface cache une vérité troublante. On a toujours dit que le puits de Jacob était magnifique, mais on ne vous a jamais dit qu'il mordait en retour. Là-bas, dans les collines du Texas, près de la paisible ville de Wimberley, se trouve cette piscine de cristal nichée dans le calcaire. Un trou de baignade, il l'appelait. Carte postale parfaite, claire comme du verre, calme en surface. Mais en profondeur, c'est là que les choses commencent à se compliquer. Alors, cette grotte ici descend à environ 140 pieds sous terre, environ 1 mile à l'intérieur. Oui, monsieur. Ce n'est pas seulement un autre trou de baignade, c'est une source artésienne karstique avec un puits vertical qui descend à près de 30 pieds avant de se courber dans un labyrinthe submergé, des conduits sinueux qui serpentent sur des milliers de pieds dans la terre. Ils vous diront que ce puits jaillissait comme un geyser, jaillissant de l'eau à 2 mètres dans les airs. Certaines personnes pensaient même que c'était sans fond. La vérité est qu'il n'est pas sans fond, mais il pourrait tout aussi bien l'être, car ce qui s'y cache a coûté la vie à plus d'une douzaine de personnes. Oui, c'est joli, mais c'est mortel, comme un piège dans un pré très dangereux. Et récemment, les autorités du comté de Hayes ont dû le fermer. Pas de natation, pas de plongée, rien. L'association de bassins versants du comté de Hayes a donné une mise à jour stricte aujourd'hui, révélant que Jacob's Well reste fermé. La qualité de l'eau? Pas sûr. Mais ce n'est pas seulement les bactéries ou la pluie. Il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose qui a toujours été là, attendant juste. Pendant des années, personne n'a vraiment pu expliquer les histoires étranges. Des mouvements ombragés, des dysfonctionnements d'équipement. Les plongeurs se désorientent dans la 3e chambre, où la visibilité tombe à 0 et où l'eau semble respirer, comme si elle était vivante. Les gens chuchotent à propos de cet endroit comme s'il avait une volonté propre. Et lorsque quelqu'un vous dit « le puits choisi qui revient », vous pensez que c'est une blague, jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Il y a des endroits ici où vous devez littéralement enlever un réservoir pour passer à travers. D'un autre côté, il y a des endroits assez grands pour qu'on puisse y conduire une voiture ou un camion si on pouvait y retourner. Maintenant, avec des vies humaines en jeu, des experts ont décidé d'envoyer quelque chose qui ne respire pas. Pas de battement de cœur, pas de poumons, juste du métal froid et de la lumière. Ils ont déployé un drone sous-marin équipé de caméras haute résolution, de sonars et de projecteurs assez puissants pour percer une obscurité que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Il avait une seule tâche, descendre et ne pas broncher. Au début, le drone renvoyait de belles images. Les murs du puits s'enroulaient comme des rubans de calcaire. La lumière se reflétait sur la roche lisse et révélait une eau cristalline qui scintillait comme du verre. Mais à mesure que le drone descendait plus profondément, ce scintillement se transformait en ombre. Le silence devenait pesant, et c'est là que les choses commençaient à mal tourner. Au moment où il atteignit la 2e chambre, il y avait des signes. Des morceaux de débris, des équipements abandonnés, des objets personnels, tous coincés dans la vase, tous laissés par des personnes qui ne sont jamais remontées. Puis vint la 3e chambre, plus large, plus froide, plus sombre. C'est là que le drone a capturé quelque chose sur la caméra qui a secoué la salle pleine de géologues et de journalistes regardant depuis la surface. Un gant flottant seul. Mais ce n'était pas juste le gant. En un instant, à peine 1 seconde, il y avait une forme dans le cadre, quelque chose dérivant à travers le faisceau de lumière, comme une main, déconnectée, silencieuse, simplement là. Pas de mouvement, juste assez pour te faire figer. Était-ce un tour de lumière? Peut-être, mais les visages qui regardèrent les images disaient le contraire, et les plongeurs qui les ont examinées plus tard. Ils ne parlaient pas de théorie, ils parlaient d'un souvenir ou d'un avertissement, comme si la grotte envoyait un message « Tu n'es pas censé être ici ». Et c'est à ce moment que le ton a changé. Ce n'était plus un projet de curiosité. C'était personnel, car dans cette même 3e chambre, ils ont repéré quelque chose à moitié enfoui dans le gravier, un éclat de métal provenant d'un ancien équipement de plongée, un type qui n'avait pas été vendu depuis des décennies.
ce qui signifiait qu'ils n'étaient pas seulement en train de surveiller la grotte. Ils allaient tomber sur une affaire non résolue, et cette affaire avait un nom. Alors, si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner et aimer, allez-y et faites-le maintenant, car ce qui suit, vous ne voudrez pas le manquer. Dans la chambre qui ne lâche pas. Alors maintenant, ils avaient les yeux sur quelque chose de sérieux, de vieux équipements enterrés dans la troisième chambre. Mais le problème? Cet équipement pointait vers quelque chose de plus profond, quelque chose de bien pire. Vous voyez, au-delà de cette troisième chambre, c'était là que Jacob's Well cessait de faire semblant d'être une piscine et se transformait en tombeau. Le tunnel qui y menait? Les plongeurs l'appelaient la cathédrale sans retour. Oui, il avait un nom. Le prochain passage était celui dont les gens parlaient à voix basse, la quatrième chambre. Des murs étroits, une obscurité totale, du gravier qui bougeait si on respirait trop fort. C'était la partie du système de grotte qui avait pris plus de vie que toutes les autres réunies. Et le drone? Il se dirigeait droit dedans. L'opérateur, un gars nommé Mike Garfield, avait des années d'expérience avec les drones. Il était calme, concentré et poussait le sous-marin plus profondément. Alors que le drone avançait lentement, sa lumière balayait le tunnel, puis quelque chose brillait, un éclat de métal caché sous une dalle de calcaire. Mike s'est arrêté, a fait un zoom avant. C'était un masque de plongée, mais pas n'importe lequel. Celui-ci n'avait pas été fabriqué depuis plus de 40 ans. Les plongeurs qui regardaient l'émission l'ont immédiatement reconnu. Leurs voix se sont tues. La pièce est devenue silencieuse, puis quelqu'un a dit « c'est le modèle de Kent Maupin ». D'un coup, toute cette expédition s'est transformée en mission de récupération. Maintenant, l'équipe était prête. Mike avançait le drone, lentement et régulièrement. Le gravier craquait sous les lumières du sous-marin et d'autres artefacts commencèrent à apparaître. Un réservoir d'oxygène à moitié enfoui, son étiquette presque illisible, rouillée mais toujours intacte. Une manche de combinaison déchirée figée comme si elle essayait d'attraper quelque chose. Et enfin, ils l'ont vu, une forme humaine coincée entre deux parois rocheuses lisses. Pas un squelette en morceaux, toujours ensemble, toujours habillés, toujours piégés. La combinaison de plongée était décolorée, déchirée par endroits. Les membres étaient coincés à des angles étranges, et le corps pris comme si le puits lui-même s'était enroulé autour de lui et refusait de le laisser partir. Pendant un instant, personne n'a dit un mot. On pouvait entendre le bourdonnement électrique du drone plus fort que quiconque respirant. La voix de Mike a finalement coupé le silence. Nous l'avons trouvé. Sur la combinaison de plongée, une étiquette de nom s'accrochait à peine au tissu. La boue était incrustée dessus, mais sous la lumière, les lettres commencèrent à apparaître. Kent Maupin. Et tout d'un coup, ils étaient de retour en 1979. Cette année-là, deux plongeurs, Kent Maupin et son ami Brazzy, avaient décidé de faire ce que la plupart des gens avaient trop peur de faire, aller au-delà de la troisième chambre. Kent n'était pas un débutant, il était expérimenté, confiant et obsédé par l'exploration de chaque centimètre de Jacob's Well. Mark, encore étudiant, avide d'apprendre. Tous deux s'étaient liés autour du risque, du vrai risque, celui qui ne donne pas de seconde chance. Ils sont arrivés à Jacob's Well avec un groupe de Pasadena, ont campé à proximité, se sont équipés comme s'ils se préparaient à un combat. Pour Kent, plonger dans la quatrième chambre, c'était aller là où personne d'autre n'était allé. Pour Mark, c'était une question de suivre quelqu'un qu'il admirait. Ensemble, ils sont entrés dans l'eau, traînant derrière eux de lourds réservoirs en acier. Pas de corde de sécurité, pas de plan de secours, juste du courage. Ils ont passé la troisième chambre, se sont glissés dans le tunnel étroit. C'était la dernière fois que quelqu'un les a vus vivants. Et maintenant, 40 ans plus tard, Kent était toujours là, figé dans ce même couloir de pierre, pris dans l'emprise du puits. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car Mark Brazier, lui non plus, n'en est jamais sorti. Le lit de gravier fatal est la rencontre d'un plongeur avec la mort. Alors, Kent Maupin a été retrouvé des décennies plus tard, toujours piégé. Mais qu'en est-il de Mark Brazier? C'est là que les choses deviennent encore plus sombres. En 1979, après que Kent et Mark aient disparu dans la quatrième chambre, un autre plongeur nommé Joe était avec eux, juste derrière mais pas encore dans la chambre. Et ce qu'il a vu ce jour-là ne l'a jamais quitté.
Joe était resté en arrière, regardant Kent et Mark traîner leur réservoir en acier à travers un passage à peine assez large pour les épaules. Pas de ligne de sécurité, pas de lumière supplémentaire, juste la confiance en leur capacité à revenir. Joe a essayé d'attirer leur attention, a frappé son couteau contre son réservoir. Pas de réponse. Il a gardé sa lampe de plongée dirigée vers le tunnel, espérant qu'ils feraient demi-tour, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à avancer comme s'ils étaient sous une sorte de sort. C'est alors que Joe a pris la décision la plus difficile qu'un plongeur puisse faire. Il a fait demi-tour. Lorsqu'il a fait surface, l'eau derrière lui était trouble, soulevée par des nuages de terre et de gravier. Cela arrive lorsque des pierres bougent ou que quelqu'un panique. Quoi qu'il en soit, c'était une mauvaise nouvelle. Et au fond de lui, Joe savait que Kent et Mark ne reviendraient pas. À la tombée de la nuit, l'appel de secours a été lancé. L'équipe qui a répondu comprenait Don Dibble et Paul Battaglia, tous deux expérimentés, tous deux préparés. Mais aucun d'eux n'était prêt pour ce que Jacob's Well allait leur réserver. Don était un ancien de la marine, coriace, certifié au maximum. Il savait comment gérer des plongées difficiles, mais même lui a hésité au bord de ce trou noir. Il a attendu jusqu'au matin, espérant que la lumière du jour aiderait. Ça n'a pas aidé. Le lendemain, Don est allé avec le garde-chasse Calvin Turner. Ils ont déposé des réservoirs de secours à 25 et 75 pieds, juste au cas où. Ils ont sécurisé des lignes de sécurité. Ils ont tout fait correctement. Puis Don s'est dirigé vers le tunnel où Kent et Mark avaient disparu. Il a poussé sa tête et ses épaules dans le passage rempli de gravier. L'eau passait rapidement, projetant de petits cailloux sur son visage. Son manomètre indiquait 1100 ps SADI, environ 10 minutes. Puis la grotte a riposté. Sans avertissement, le gravier a bougé, rapide, lourd. Il s'est effondré autour de lui comme un piège qui se referme. Ses bras ont été coincés. Sa poitrine ne pouvait pas bouger, et l'eau est devenue de la boue. Il ne pouvait pas taper sur son réservoir, ne pouvait pas signaler, ne pouvait pas voir. Don ne plongeait plus. Il a été enterré vivant, et au fur et à mesure que les secondes s'écoulaient, il a réalisé quelque chose de terrifiant. Il manquait d'air rapidement, pas seulement physiquement, mais mentalement. Il a commencé à penser à la mort, à ce que cela pourrait ressentir, à se demander s'il devrait essayer de boire l'eau pour en finir. Alors il l'a fait. Il a avalé des gorgées pour essayer d'accélérer l'inévitable. Mais alors quelque chose d'inattendu est arrivé. Son corps a convulsé juste assez pour desserrer le gravier. Une lueur de lumière est revenue à sa vision. À travers le brouillard, une silhouette est apparue. Calvin. Il était revenu avec un détendeur de rechange et l'avait enfoncé dans la bouche de Don. Don a pris une respiration et a survécu. Mais son épreuve n'était pas terminée car lorsqu'il a commencé à remonter à la surface, quelque chose d'autre a mal tourné. L'air qu'il avait avalé a commencé à se dilater à l'intérieur de lui. Au moment où il a fait surface, son ventre était gonflé, ballonné. Il avait l'air d'être enceinte de 9 mois et souffrait atrocement. Ils l'ont précipité vers le Brooke Army Medical Center. La chambre de recompression n'a pas aidé. Finalement, un médecin a fait des radiographies et a découvert que la paroi de son estomac s'était rompue. L'infection qui a suivi l'a presque tué, mais Don a à peine survécu. Et pendant qu'il guérissait, d'autres continuaient à chercher Kent et Mark, car malgré tout, la douleur, la quasi-mort, les avertissements, Jacob's Well n'en avait pas encore terminé. L'homme qui ne voulait pas abandonner et le puits qui ne voulait pas lâcher prise. Pendant que Don Dibble se remettait dans un lit d'hôpital, recousu et chanceux d'être en vie, la mission ne s'est pas arrêtée parce que le puits de Jacob avait pris 2 jeunes hommes et tout le monde n'était pas prêt à laisser passer cela. L'un d'eux était Don Broad. Don Broad n'était pas novice à cela. Il avait 46 ans, était têtu et avait grandi près d'El Campo. Pour lui, le puits de Jacob n'était pas juste un site de plongée dangereux, c'était un défi. Alors que d'autres reculaient, Broad avançait. Il ne voulait pas comprendre le puits, il voulait l'affronter à sa manière. Quand Broad est arrivé sur le site, il s'est équipé sans hésitation et a plongé dans l'eau. Il est allé directement vers le tunnel menant à la 4e chambre. Et une fois qu'il y est arrivé, il a remarqué quelque chose d'étrange. Une lumière brillait encore, laissée par l'un des plongeurs disparus. Juste après cela, il vit un couloir rempli de gravier. La plupart des gens voient cela comme de la géologie. Lui, il voyait ce que c'était vraiment, une tombe. Il croyait que Kent et Mark y étaient enterrés, profondément sous la pierre. Ce qui le hantait le plus, ce n'était pas juste le danger. C'était d'imaginer à quoi ressemblaient leurs derniers instants.
Il était clair pour Broad qu'ils ne sont pas restés coincés parce qu'ils ont paniqué. Ils sont restés coincés parce qu'ils sont allés trop loin. Malgré cela, il n'était pas prêt à les laisser rester là. Broad a pensé que s'il pouvait déplacer le gravier en commençant par le haut, peut-être, juste peut-être, il pourrait les sortir. C'est à ce moment-là que l'effort est devenu à grande échelle. 2 jours plus tard, un camion à plateau est arrivé à Wimberley, transportant ce qui ressemblait à un vaisseau spatial. Ce n'était pas le cas. C'était une chambre de recompression mobile envoyée par la Schaffer Diving Company. Les familles les avaient engagées, dépensant tout ce qu'il fallait pour ramener Kent et Mark à la maison. Louis Schaeffer lui-même a pris le premier plongeon. Lorsqu'il a atteint le passage et a vu le tunnel bloqué, sa voix est venue à travers la radio comme du tonnerre. « Ah, Dieu Tout-Puissant !» dit-il. Il ne jurait pas. Il était stupéfait. L'équipe de plongée s'est mise au travail rapidement. Ils ont fait descendre un énorme tuyau d'aspiration de 60 pieds, aspirant du gravier et le déversant dans le ruisseau. Ils ont attrapé de plus grosses pierres à la main et les ont fourrées dans des sacs, les transportant une par une. C'était un travail éreintant, dangereux et incessant, et le pire, le puits résistait. À chaque fois qu'ils dégageaient quelques pieds, plus de gravier glissait. C'était comme si la grotte avait un pouls, aspirant l'espace qu'il dégageait, effaçant des heures de travail en quelques secondes. Pourtant, il continuait. Ensuite, l'argent a manqué. L'équipement n'était pas bon marché, pas plus que la main-d'œuvre, et le progrès, à peine visible. Certains bénévoles sont restés par culpabilité. D'autres sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas s'en aller. Finalement, même le sénateur Chet Brooks s'est impliqué, faisant appel à une nouvelle équipe de plongeurs de Brown et Root pour donner un second avis. Ils ont examiné le site, tout passé en revue, et sont arrivés à une conclusion froide. Le risque était trop élevé. Le puits ne rendait pas ses morts. Et ainsi, 12 jours après la disparition de Kent et Mark, la mission s'est terminée. Pas avec succès, mais abandon. Ce qui a commencé comme une récupération est devenu une acceptation. Mais Jacob's Well n'avait pas fini de hanter les gens car des années plus tard, leur histoire referait surface. Cette fois, à travers l'objectif froid d'un drone. Le puits qui ne respire plus. Alors maintenant, c'était officiel. La recherche s'est terminée. 2 vies perdues. Une montagne de gravier laissée intacte. Et le puits de Jacob a encore une fois obtenu ce qu'il voulait. Il ne rugissait plus, mais il n'en avait pas besoin. Il savait garder ce qu'il prenait. Au début des années 1900, Jacob's Well était une bête, une véritable source artésienne alimentée par l'aquifère Trinity. Elle projetait de l'eau directement dans les airs à une hauteur de 6 pieds, 170 gallons par seconde. Les gens disaient qu'on pouvait l'entendre depuis la route, comme si ça rugissait. C'était son apogée. Mais les choses ont commencé à changer. À mesure que de plus en plus d'eau était pompée de l'aquifère pour les maisons, les entreprises et les services publics, la pression a chuté. La source est devenue plus silencieuse. Et puis, pour la première fois dans l'histoire enregistrée, le puits de Jacob a cessé de couler complètement en l'an 2000. Cela s'est reproduit en 2008, puis en 2011, 2013 et plus récemment en 2022. À chaque fois, le silence a duré plus longtemps et à chaque fois, les gens se demandaient « Est-ce la fin ?» Une entreprise appelée Aqua Texas, faisant partie d'un groupe plus large appelé Essential Utilities, avait fortement puisé dans l'aquifère, pas illégalement, pas secrètement, juste en faisant des affaires. Mais la nappe phréatique ne pouvait pas suivre. La terre retenait son souffle et finalement, elle a cessé d'expirer. En 2010, le comté de Hayes en a eu assez. Ils ont acheté 50 acres autour du puits. Ensuite, un groupe local, l'association Wimberley Valley Watershed, a remis 31 de plus. Cela a donné au comté 80 acres à protéger. Ils l'ont nommé le West Ridge Tract, ont érigé des clôtures, affiché des avertissements, commencé des plans de conservation, essayé d'arrêter ce qui ressemblait à un effondrement au ralenti. Mais protéger la terre était une chose. Réparer ce qui était en dessous, c'était une toute autre histoire. Le Trinity aquifère était comme un organisme vivant. Une fois asséché, le rétablissement a pris des années, voire des décennies. Certains scientifiques disaient qu'il pourrait ne jamais se rétablir complètement. Même alors, le puits de Jacob était toujours considéré comme l'une des plongées en grotte les plus dangereuses du pays. Pas parce que c'était le plus profond, pas parce que c'était le plus long, mais à cause de l'illusion. Cela semblait facile. Ça ne l'était pas. Les plongeurs continuèrent de venir, attirés par les histoires, la beauté, la légende. Ils s'équipaient.
Certains sont restés en surface, certains sont allés plus loin, mais tout le monde savait ce qui se trouvait au fond, ou du moins il le pensait. Car le puits ne montrait jamais tout en même temps, juste un peu à la fois. Cette vidéo de drone de tout à l'heure, celle qui montrait Kent, elle est devenue virale, partagée dans le monde entier. Des plongeurs, des scientifiques, même des gens ordinaires l'ont regardée en silence, non seulement à cause de ce qu'elle révélait, mais aussi à cause de ce qu'elle ne montrait pas. Parce que, même avec toutes les lumières, les caméras et la technologie, il y avait des endroits que le drone ne pouvait pas atteindre, des angles qu'il ne pouvait pas voir, des ombres qu'il ne pouvait pas expliquer. Et donc, tout comme ça, les questions sont revenues en force. Comment le puits a-t-il pu exister en premier lieu? Le puits que le temps a oublié. Avant que le puits de Jacob ne devienne un mystère viral avec des drones et des plongeurs perdus, il avait déjà une autre histoire, une plus ancienne, comme 4000 ans plus vieille, le puits de Jacob original. Celui-là est creusé dans les collines rocheuses près de l'ancienne Sichem, juste à l'extérieur de la ville moderne de Naplouse en Cisjordanie. Et si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. Nous parlons de Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, celui qui a lutté avec un ange et est reparti en boitant. Selon la tradition, c'est le puits que Jacob a creusé lui-même ou a fait creuser après avoir acheté une parcelle de terrain au fils du mort. Genèse chapitre 33, versets 18 à 19 l'explique. Il arrive à Sichem, installe son camp et conclut l'affaire pour un terrain. Le texte ne mentionne pas directement un puits, mais soyons honnêtes. Personne ne s'installe à cette époque sans une source d'eau. Donc, la tradition orale a simplement comblé le vide, et avec le temps, cette histoire est restée. La géographie correspond. L'archéologie le confirme. La tradition locale ne l'a jamais laissé tomber. C'est ainsi que le puits de Jacob est resté sur la carte. Mais cet endroit n'est pas seulement ancien, il en a vu des choses. Des générations de mains baissant des seaux, des royaumes se levant et tombant, des sécheresses qui asséchaient le puits en été, et des sièges qui transformaient son eau en survie. Et à travers tout cela, le puits continuait, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. En 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien a envahi la Samarie. Ils n'ont pas seulement pris des terres, ils ont déporté les Israélites et amené de nouvelles populations. Ce mélange de cultures est l'origine des Samaritains, un groupe ayant des liens profonds avec la terre et de fortes traditions spirituelles propres. Ils n'ont pas seulement hérité de la géographie, ils ont hérité d'un sol sacré. Avançons rapidement jusqu'à l'époque romaine, et les premiers chrétiens sont arrivés. Vers l'an 380 après Jésus-Christ, les Byzantins ont construit une église au-dessus du puits, essayant de la préserver, de la protéger, peut-être même de se l'approprier. Cette église fut plus tard détruite lors des révoltes samaritaines au 5e et 6e siècle. Puis elle fut reconstruite sous l'empereur Justinien. Ensuite, elle fut à nouveau détruite pendant les temps des croisades. Enfin, à la fin du 19e siècle, l'église orthodoxe grecque a pris le relais et a construit ce qui se trouve là aujourd'hui. Mais même cette histoire n'est pas terminée, car en 1979, quelque chose de brutal s'est produit. Un prêtre chypriote nommé Philoménos est devenu le responsable du site. Il a été attaqué et tué, assassiné près du puits qu'il avait juré de protéger. Au début, des rumeurs ont explosé. Les gens ont blâmé les extrémistes, les gens ont blâmé la politique. Mais plus tard, les enquêteurs ont déclaré que c'était un attaquant isolé souffrant de maladies mentales graves. Pourtant, le mal était fait. Le prêtre est devenu un martyr. En 2009, il a été canonisé comme saint dans l'Église orthodoxe grecque. Son nom s'est ajouté aux légendes déjà liées à cet endroit. Alors que pensez-vous que le puits de Jacob cache vraiment d'autre? Une anomalie géologique ou quelque chose de plus intentionnel, plus vivant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous écoutons. Et si vous voulez plus d'histoires qui plongent au cœur des endroits les plus effrayants du monde, n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine fois, la vérité pourrait être encore plus sombre.